Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes lectures 2025. Je t'ai apprécié que la vidéo était très longue. J'ai hésité à la diviser en deux, mais je me suis dit pour moi il y a trop de contraintes pour moi. Et je me suis dit autant vous faire une vidéo entière là-dessus. Certes elle va être très longue, j'en suis désolée, parce qu'en 2025 j'ai lu 41 livres. Chose qui, je crois que c'est un record, chose que je n'ai jamais vu, enfin, je n'ai jamais autant lu en une année. Je vais juste vous présenter les livres que j'ai lus mois par mois. Je ne vais pas vous détailler mes avis parce que il y a juste une exception, mais bon, c'est un truc à part. Mais sinon, tous les livres sont, enfin, tous mes avis sont dispo sur ma chaîne. Je vous les remettrai également en barre d'infos. Normalement, je devrais avoir assez de place pour tout vous mettre. Hein, Antoinette. On va y aller mois par mois. J'ai évidemment, comme vous avez pu remarquer ici, mon bullet de 2025 avec les 4 pages complètes de lecture. Je les ai vraiment mis mois par mois. Je les ai regroupés en fonction. J'ai toujours, là par exemple, j'ai décembre. Voilà. Et quand à chaque mois, je mettais évidemment une page entière avec toutes mes lectures. Je les ai tout simplement après toutes recoupées dans des doubles pages de lecture. On va y aller mois par mois. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des fois, je n'ai pas le livre à vous le présenter physiquement pour une raison toute simple. C'est celle que le livre, c'est soit un audio ou numérique, soit des emprunts médiathèques. Donc voilà, donc soyez pas choqués si je ne les ai pas sous la main. Je vous mettrai quand même la couverture pour que vous ayez une idée du livre. Et on va commencer assez rapidement pour pas que la vidéo dure 5 heures. En janvier, j'ai lu le tome 2 de Vampire America, donc Le Tombeau des étoiles de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors, il y a 2 cycles, il y a Vampiria et Vampire America. Vous pouvez les lire indépendamment, sauf que le dernier tome de Vampiria, dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo, faut avoir lu Vampiria et Vampire America. Moi, je trouve qu'en termes de continuité, il faut lire Vampiria, donc les 3 premiers tomes. La Cour des Ténèbres, la Cour des Miracles et la Cour des Ouragans. Lire les 2 Vampire America, le Tombeau des Immortels et le Tombeau des Étoiles, pour lire le dernier Vampiria. Moi, je ferais comme ça si j'étais vous. Vous faites ce que vous voulez. Dans les Vampiria, on est dans un monde où Louis XIV est devenu Louis l'Humiliable car il a été transmuté. Et là, dans les Vampiria America, c'est que je vous parlais là parce que c'est pas le même cycle. Dans le premier tome, on va suivre 6 Desperados, donc 6 jeunes venant de divers lieux qui vont se regrouper pour faire une sorte d'attentat lors du bal des débutants. En fait, c'est dans une soirée où vous avez 13 jeunes par rapport je sais plus s'ils sont 13, par rapport aux 13 colonies, voilà, au niveau de la côte est des États-Unis, enfin des colonies, enfin du continent américain, parce que c'est pas vraiment les États-Unis. Et ces jeunes vont être transmutés lors d'une soirée. Les Desperados vont s'infiltrer et le but c'est de fermer l'hôtel en question où ils sont pour justement revendiquer leurs affaires. À la fin du Tombeau des Immortels, les Desperados s'enfuient. Ils vont aller jusqu'à la côte ouest des États-Unis pour rallier tous les peuples contre Louis l'Immuable. Et c'est ce qui va se passer dans ce tome-ci. Et là, ils vont être guidés par Starling Rhindust, que j'adore et qui est sur la couverture. Meilleur personnage ever de tout Vampiria pour moi, Starling. J'ai écouté en audio, gardez l'œil ouvert. Donc le premier tome 15, Histoire de disparition mystérieuse de Victoria Charlton. Alors j'ai les 2 autres dans ma bibliothèque sur Audible, que je pense que je vais peut-être écouter cette année en 2026, à voir. Mais dans celui-ci, Victoria va revenir sur 15 affaires de disparition, comme ça me dit qu'elle est dans le titre, à travers le monde. Je trouve ça intéressant, ça permet de voir comment c'est traité en fonction des pays et des conditions. Parce que, par exemple, en Angleterre, il y a eu le cas, j'ai oublié son prénom, d'un jeune qui disparaît. Les moyens ne sont pas les mêmes que par exemple au Mexique, où là les disparitions sont très fréquentes, où il n'y a pas vraiment d'enquête. Et il y a eu une disparition d'une personne sur un paquebot Disney, voilà, tout simplement. Donc c'est un livre intéressant. Évidemment, mes avis sont dans la barre d'infos. En février, j'ai lu Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne aux éditions ActuSF dans la collection Les Trois Souhaits. Il faudrait que je pense à traiter, c'est possible d'ailleurs. Dans cette histoire, on va suivre, il ne faut pas que j'oublie le prénom, voilà, Pierre. Quand il est adulte, il est père et son fils va se rendre à l'enterrement de l'une de ses camarades de classe qui s'est suicidée. On n'a pas vraiment tous les détails de ce décès. Le fils de Pierre ne veut pas que Pierre aille avec lui.
Et donc ça va réveiller en Pierre tous ses souvenirs d'enfance, surtout dans les années 80, enfin surtout en été, dans les années 80, où lui et sa bande vont vivre quelque chose d'assez traumatisant. Donc en fait, il va écrire tout son récit pour son fils, donc on a quelques moments où on attire qui est adulte, où justement lui et ses copains vont découvrir à un endroit un corps mutilé, sans lèvres, sans sexe et sans doigts. Donc évidemment, ça c'est que la face immergée de l'iceberg. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il va être poursuivi par un homme de forme, un Doberman et notamment un corbeau. Voilà. Si vous aimez ça et Stranger Things, allez-y, je pense que ça peut potentiellement vous plaire. J'ai également lu 2 livres de l'homme étoilé. Donc le premier c'est Constellation. Alors il faut savoir que l'homme étoilé est infirmier en soins palliatifs, donc c'est beaucoup tout ce qui est soins de fin de vie et autres également, parce alors il a fait une interview avec Legend où il parle davantage de son métier, etc. Donc là il pourra mieux vous expliquer que moi. Dans Constellation, il va vous parler de certains de ses patients, si on peut dire ça comme ça, qu'il a connus en tant qu'infirmier en soins palliatifs. Des cas où par exemple la personne ne lui adressait pas la parole, il va montrer comment il a réussi à créer un lien, etc. etc. Et c'est des patients qui ont un réel impact sur l'homme étoilé. C'était vraiment intéressant. Enfin, intéressant même si c'est triste, hein, on parle de gens en fin de vie, tout ce que vous voulez. Et le deuxième livre de l'homme étoilé que j'ai lu, c'est Je suis au-delà de la mort. Alors les deux c'est sous format BD, hein, je tiens à préciser. Dans ce livre-là, on va le suivre Maxime, qui est chanteur d'un groupe de rock. Et ils vont signer pour faire un album, enfin lui et son groupe vont signer pour faire un album aux États-Unis. Sauf qu'entre temps, on décèle chez Maxime un cancer. Donc son groupe va devoir aller aux US, lui il reste en France pour se faire soigner. Et ça va montrer tout ce que ça peut chambouler dans une vie. Parce que par exemple, le groupe a finalement fait l'album sans lui. Maxime va se rendre compte qu'ils ont fait l'album sans lui. Maxime va faire ami avec un autre patient qui lui aussi est atteint d'un cancer. Et tout ce que les points positifs, vraiment les points négatifs d'un cancer, tout ce qui va avec sur la santé physique, mentale et vis-à-vis des proches, c'était vraiment une histoire assez bouleversante. J'ai également, alors là, des sagas que j'ai commencé et que j'ai terminé en 2025, il va y en avoir pas mal. On va démarrer avec Hades et Perséphone, donc le tome 1, A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair chez Hugo là, donc c'est Hugo Poche. C'est de la romantisie. Donc là, c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone en 21e siècle. Là, on va surtout être du point de vue de Perséphone, important pour plus tard. Perséphone, donc fille de Déméter. Personne n'est au courant par les autres dieux que Perséphone est la fille de Déméter. Elle va suivre à New Athens des études à l'université et elle va trouver un emploi en tant que journaliste. Jusqu'au jour où l'une de ses amies va l'emmener à Nevermind. Perséphone, bien malgré elle, va pactiser avec Hadès. Hadès lui propose un marché, celui de que Perséphone, en tant que déesse du printemps, va devoir créer la vie aux enfers, chose pas aisée, évidemment. Et il va y avoir une histoire d'amour qui va se lier en effet entre Hadès et Perséphone. Donc voilà. J'ai juste à préciser, il y a des scènes olé olé. C'est comme j'ai dit dans mes chroniques sur Hadès et Perséphone. C'est pas des livres que je conseille aux plus jeunes. C'est-à-dire que par exemple, moi, c'est pas des trucs que je donnerais à des mineurs, hein, personnellement. Et là, on va parler d'une nouvelle série, une quadrilogie aussi. Merci Tania et Momotte. Je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos. Quand on s'était croisés, en fait, on s'est rencontrés en 2024, via une société pour laquelle j'ai déjà travaillé en CDD plusieurs fois. À celle que je lis, etc., que j'ai une chaîne YouTube et inversement. Hein. Elle m'a parlé d'un livre, elle me dit ah je suis sûre que ça peut te plaire, machin. Elle me l'avait montré quand elle était venue dans la Sarthe, parce qu'elle est en full télétravail, car elle habite à notre département. Et elle m'en a parlé, j'ai lu le résumé, j'ai dit que c'était pas mal, et je l'ai lu. C'est Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble, chez encore Hugo Roman, là pour le coup. C'est pareil, c'est de la new romance pour le coup. Donc on va suivre Camélia, qui est toute une avocate, et quand elle était au lycée, elle s'est faite harceler par un groupe de jeunes. Et donc là, elle est avocate, elle fait des études dans le droit, jusqu'au jour où elle apprend la mort de Rory Cavendish, il ne faut pas que je me trouve de prénom. En fait, Rory Cavendish est décédé, et c'était l'un de ses bourreaux au lycée, le fameux groupe qui l'a harcelé. Donc il est mort. Et en fait, le seul tueur, ce serait d'autre que Lou McAllister, qui faisait également partie du groupe de Rory qui justement harcelait Camélia. Sauf que évidemment Lou n'a aucun souvenir du meurtre même, parce qu'il était dans un état
apparemment tous les effets de l'alcool et autres. Évidemment, Lou confirme qu'il n'est pas le meurtrier. Évidemment, il y a la lecture du testament de Rory. Chacun des groupes, membres de ce groupe, et Camilla également, même si elle était la victime, vont recevoir une lettre posthume de Rory, menant à des indices qui, justement, amènera à qui est réellement le tueur. Évidemment, Camilla va tout faire pour aider Lou et potentiellement le pardonner. J'ai lu cette saga avant de savoir que c'était un vrai phénomène, je tiens juste à le dire. Donc je suis vraiment partie sur une base où je ne savais rien des avis, je tiens juste à le dire. Voilà, il n'y a pas cet effet petit mouton à cause de BookTok, BookTube ou Book Instagram. Voilà, j'étais vraiment partie vierge de tout avis qu'il y avait pu avoir autour de cette saga. Je tiens juste à le dire. Et des fois, ça a du bon de partir sur une lecture comme ça, qui est un vrai phénomène et dont on ne sait rien du tout des avis et autres. Je pense que ça permet vraiment de mieux se plonger dedans. En mars, voilà, j'ai lu le tome 1 de la Laïcha de Solène Chartier en auto-édition. Donc là, c'est Amalia. On va suivre, en fait, plus précisément, Lisbeth. Lisbeth, c'est tout simplement la doublure d'Amalia. Parce que la princesse Amalia, elle est malade, elle peut pas trop sortir. Et en fait, Lisbeth, c'est physiquement la copie conforme d'Amalia, à ce qu'elles sont toutes petites. Et en fait, là, Lisbeth va devoir se faire passer pour Amalia pour aller rencontrer le futur mari d'Amalia. Sauf qu'elle va se retrouver avec un complot sur le dos. Le livre est très fort, donc je peux pas en dire plus. On va découvrir vraiment à la fin ce que c'est cette histoire de Laïcha pour ce premier tome. En tout cas, c'était vraiment une très belle lecture. Je sais que le tome 3 va sortir là en 2026, donc j'ai vraiment hâte. Pourquoi je parle du tome 3? Parce qu'évidemment, j'ai lu le tome 2. J'avais acheté les deux tomes de la Laïcha, là, le tome 1 et le tome 2, lors du salon du livre du Mans de 2024. Là, le tome 2, il est plus épais. Donc, on va suivre Yuna qui vit avec sa mère à Illumine, la cité de cristal qui se trouve au cœur de la forêt de Saphir. Yuna en fait va découvrir, elle n'a pas vraiment trop de détails sur son passé. Il y a pas mal de trucs qui tournent des zones autour de son passé parce que ses parents ne sont pas originaires d'Illumine, ils sont originaires de l'extérieur. Et le jour de ses 18 ans, là où sa mère allait tout lui dire, tout lui révéler, parce que je crois que le père n'est plus présent, la maison où vit Yuna va exploser, sa mère la maison disparaît. Ou je sais plus trop quoi, et la mère de Yuna disparaît, et donc Yuna va partir avec son amie Mali Saphir, qui est la princesse de la ville, tout simplement, pour découvrir ce qui arrive à sa mère, et elle va vivre certaines aventures. J'ai également lu La mort en face du docteur Philippe Boxeau chez Kenes. Là, je l'ai pas sous la main. Dans ce livre-là, Philippe Boxeau va revenir sur certaines affaires qu'il a connues en tant que messagiste. J'ai bien aimé découvrir un peu l'envers du décor en tant que légiste. J'ai également lu The Corpse Queen de Heather M. Herman Castlemore aux éditions collection Phibbs. En fait, on va suivre Molly qui vit dans une abbaye parce qu'elle est orpheline comme beaucoup de jeunes femmes qui se trouvent dans ce couvent. Et un soir, son amie Kitty meurt. Il y a ce côté où ça sera un suicide, mais Molly est convaincue qu'on l'a assassinée. Pas plus d'enquête que ça, vu que c'était une orpheline. Et jusqu'au jour où justement la tante de Molly arrive, la récupère en disant voilà, je suis ta tante, désolée de pas être venue plus tôt. Et la tante de Molly, comment dire, va lui proposer un truc, c'est que faut qu'elle reste ok, mais il faut faut que Molly fasse le même métier que sa tante, à savoir aller déterrer des cadavres frais, voilà, c'est-à-dire déjà qui viennent de mourir, ou qui ont des particularités physiques, parce qu'en fait la tante de Molly accueille de temps en temps chez elle, c'est une immense maladie, elle est assez aisée, si on peut dire ça comme ça, des cours de médecine clandestins, et donc évidemment il faut bien des corps pour que le prof enseigne à des futurs médecins justement tout ce qui est l'anatomie, etc. Et évidemment à côté de ça, Molly va continuer à enquêter sur la mort de Kitty. En avril, j'ai lu le tome 2 d'Hadès et Perséphone, donc A Touch of Rain de Scarlett Sinclair, toujours chez Hugo, parce que c'est juste la suite d'Hadès et Perséphone où la relation d'Hadès et Perséphone va commencer à s'installer, etc. Avec des hauts et des bas, beaucoup de bas qui finissent par des relations qui va commencer à aller mieux en étant sous la couette. Alors celui-là, j'étais contente de le terminer également en avril, c'est le tome 2 des Enfants du désastre, donc Couleur de l'incendie de Pierre Lemaître. Là, je le dis sur le livre de poche avec la couverture du film. J'ai vu le film et j'ai vraiment aimé aussi découvrir le livre. Je vous ai déjà également présenté le tome 1, donc Au revoir là-haut, qui a eu le prix Concours en 2017. Et il y a eu le film, je crois, qui est sorti, juste l'année d'après. Film réalisé par Albert Dupontel. Couleur de l'incendie, le film a été réalisé par Clovis Cornillac, pour ceux que ça intéresse. Donc on est en février 1927, après le décès de Marcel Péricourt. Sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils,
Paul, qui, d'un geste inattendu et tragique, va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. En gros, le jour des funérailles de Marcel Péricourt, Paul va se jeter du premier étage et finir donc sur sa queue de son grand-père. Et il va finir paralysé des jambes. Et évidemment, elle va suivre certains soucis après ça. Face à l'adversité des sommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine va devoir tout mettre en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe impuissante les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe, c'est-à-dire ce qui se passe en Allemagne avec la montée d'un certain parti. En mai, j'ai lu Le Passion notamment la fiancée de l'hiver de Christelle Dabos, livre qui a vraiment connu un grand succès, je crois en 2015 sur Booktube, et vraiment plus d'une fois j'ai hésité à le lire. Là j'en ai profité, je vais le résumer parce que je trouve que ça va être beaucoup plus simple. C'est un des livres que j'arrive pas spécialement à résumer. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi a-t-elle dissimulé sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à emprunter la suite à la médiathèque. Je pense potentiellement peut-être les acheter pour connaître la fin. Parce que j'ai trouvé bien aimé, mais c'est vrai que c'est un peu long. J'ai également lu. Alors là, il va y avoir vous allez en avoir deux pour le prix d'un pour le coup. J'ai également lu en mai le tome 2 de Teenage Games de Jennifer Lee Barnes. Pour celui-là d'après, je vais pas vous faire le résumé des tomes là, parce que c'est tome 2 et 3. Parce qu'en fait, ça serait vous spoiler. Mais en fait, dans Teenage Games, dans le premier tome, on va suivre Avery Grams, qui est une lycéenne fauchée. Elle vit avec sa demi-sœur Libby, qui est sa tutrice légale, parce que elles sont demi-sœurs, elles ont le même père, mais pas la même mère. Et la mère d'Avery est morte 2 ans plus tôt. Et du jour au lendemain, à son lycée, elle est convoquée dans le bureau de son directeur, enfin du principal, et en fait elle découvre un jeune homme du nom de Grayson Hawthorne qui lui dit voilà qu'elle est sur le testament de Tobias Hawthorne, grand-père de Grayson. Donc évidemment elle y va, sauf que Avery ne connaît pas ce Tobias Hawthorne, ni d'Eve ni d'Adam. Elle va faire des recherches sur le trajet et elle va découvrir que Tobias Hawthorne était multimilliardaire, grand philanthrope, tout ce que vous voulez. Et au moment de la lecture du testament, la famille de Tobias Hawthorne a quasiment été déshéritée. Et c'est Avery qui va hériter vraiment de l'entièreté. Les proches de Tobias Hawthorne vont quand même avoir un petit quelque chose, mais c'est vraiment rien par rapport à tout ce qu'Avery va hériter. Parce que son compte, tout ce qui est l'aspect financier et tout le reste, on est de l'ordre de 42,6 milliards de dollars. Donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Évidemment, ça ne plaît pas tout le monde, surtout aux proches de Tobias Hawthorne, en tout cas à sa famille. Qui vont essayer beaucoup vont essayer de négocier contre Avery, etc. Et elle va devoir déjouer tout ça. Sauf que Tobias Hawthorne va laisser un jeu derrière lui, auprès d'Avery et de ses petits-fils, justement qui va avoir comme lui notamment la résolution de pourquoi Avery a tout hérité. Je vous parlais comme vous avez remarqué, ça fait un peu écho à Autumn pour te pardonner, cette histoire de laisser des lettres aux proches pour découvrir quelque chose à la fin. Et donc j'ai lu tout le tome 2 de Teenage Games de Jennifer Barnes, édition Pocket Jeunesse, et j'ai également enchaîné directement sur le tome 3, donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée. Donc je vais pas en développer plus que ça, mais c'est une saga que j'adore, que je conseillerais à beaucoup de gens, parce que ça se dit très vite. Certes c'est du young adult, mais ça se dit très très vite. Alors tout à l'heure je vous parlais d'un automne pour te pardonner, là on va parler d'un hiver pour te résister, toujours de Morgane Combe aux éditions Hugo Roman. J'ai l'impression que c'est le plus épais de la saga où je me fais des films. Alors, faut savoir que les seasons, c'est un cycle, comme pour les vampires et les vampires américains. Donc les 4 tomes des seasons, vous n'êtes pas obligé de les lire dans l'ordre. Là, on est encore en hiver. Vous pouvez lire un hiver pour te pour te résister, sans avoir lu un automne pour te pardonner. En fait, c'est un groupe de 4 copines et chaque tome est relié à une copine. Là, on va être relié à Elisabeth Femme, en fait, de son nom complet, qui n'a qu'une obsession, récolter les mondiaux. L'or au mondiaux de patinage. Elle est en duo, sauf que son binôme va avoir un problème à la cheville ou à la jambe, donc elle se retrouve toute seule. Et son coach et un autre coach vont la forcer à faire créer un binôme avec Orion Williams. Alors lui, il a déjà reçu multiples récompenses et déjà eu l'or, sauf qu'aujourd'hui il se voit comme un patineur maudit. Parce que sa toute première binôme avec qui il a connu la gloire
a eu un accident de voiture et donc elle est en fauteuil. Et toutes ces binômes successifs lui arrivaient malheur. Donc il se voit comme un sportif maudit. Et donc les deux vont devoir faire un binôme pour essayer d'avoir l'or aux mondiaux. Sauf qu'évidemment, quand vous n'avez pas les mêmes ambitions ou plus d'ambition du tout, faire copain à copain avec qui tu t'entends pas du tout, et voilà. Ils vont devoir également vivre ensemble pour vraiment créer une alchimie. Voilà, donc c'était vraiment intéressant d'avoir cette fois-ci tout ce qui est dans le domaine du sport à très haut niveau. J'ai également lu en mai, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, donc aux Gallimard. Qui n'a jamais entendu parler du Petit Prince? Donc en fait, on suit un aviateur qui échoue, enfin, il tombe en panne dans le désert. Il se retrouve tout seul, il va devoir le réparer et il fait la connaissance du Petit Prince qui vient d'un astéroïde qui arrive sur Terre, qui a voyagé. Le Petit Prince va tout simplement raconter son histoire. L'histoire est toute belle sorte pour enfants, mais même adultes. C'est une histoire qui est très philosophique et qui est vraiment très belle à lire. En juin, j'ai lu le tome 4 d'Inter's Game, qui a l'air d'être le plus gros. Toujours de Jennifer Nebarth chez Pocket Jeunesse, donc là, le cycle Inter's Game est terminé. Là, on n'est pas du point de vue d'Evry, parce qu'on est 6 mois après les événements du tome 3 d'Inter's Games. Donc en fait, tout a été résolu, toutes les affaires ont été réglées dans les 3 premiers tomes. Et dans celui-ci, on va suivre 2 des 4 frères Rosand, donc Grayson et Jameson, donc le 2e et 3e frère de la fratrie. En fait, c'est que dans les premiers Inter's Games, on va apprendre ce qui arrivait au père de Grayson. Sauf que, à savoir qu'il a passé l'arme à gauche, sauf que personne n'est au courant qu'il a du sort qui arrive à Sheffield Grayson, père de Grayson. Et Grayson va se rapprocher de la famille de son père, donc il va faire la connaissance de ses 2 demi-sœurs, et également de la femme de son défunt père. Parce qu'évidemment, le géniteur de Grayson s'est retrouvé en fait à avoir le fils qui est tout plâtré sur le dos. Et donc, Grayson va devoir se rapprocher de cette famille-là pour cacher ce qui arrivait à son père. Et voilà. Et du côté de Jameson, en fait, son père biologique réapparaît 19 ans plus tard en mode « Fils, j'ai besoin de toi ». Son père en fait a participé à un grand jeu au Devil Mercy, donc qui est un club clandestin. Il a perdu un château qui appartenait à la famille Jameson. Oui, comme vous l'avez compris, Grayson et Jameson ont comme prénom les noms de famille de leurs géniteurs. Il faut suivre. Et donc le père de Jameson, donc Ian Jameson, va lui dire de s'infiltrer au Devil Mercy pour récupérer ce château, vu que le père de Jameson fait partie d'une famille bourgeoise de la noblesse anglaise. Bref, donc c'est vraiment intéressant de naviguer entre ces 2 frères, et j'ai aimé surtout les points de vue de Grayson. Et en juin, j'ai lu le tome 3 de Seasons de Morgane Moncombe, toujours de chez Hugo. Oui, je me suis quasiment tout fait à la suite, tellement que c'est enivrant. Donc, un automne pour succomber, on va suivre Magnolia Kumar, qu'on va appeler communément Nolia. Elle vit à Amsterdam avec sa fille d'1 an et demi. Elle est fleuriste fauchée. Et donc, en fait, elle veut demander de l'argent à ses parents, sauf que ses parents lui ont demandé de se marier. Sauf qu'évidemment, c'est pas quelque chose de ça pour Nolia, parce que le père de sa fille, donc Nazina, était un ex toxique. Littéralement, son ex n'est pas au courant qu'il a une fille, donc bref. Donc elle mise auprès de ses parents pour que ses parents lui donnent de l'argent pour renflouer les caisses de sa boutique de fleurs, de son magasin de fleurs. Et de l'autre côté, on va suivre Camille Levesque, qui lui est vu aussi à Amsterdam, ça se passe à Amsterdam pour le coup, et qui en fait est milliardaire. Il a créé notamment beaucoup d'applis en lien avec la prostitution, etc. Sauf qu'évidemment, il a une vie un peu dépravée, Camille. Et quand leur chemin se croise avec Nolia et que Nolia lui propose de se marier, il va accepter, elle, pour avoir un mari auprès de ses parents et surtout qu'elle puisse plus facilement se débarrasser de cet ex toxique, et Camille pour tout simplement redorer son blason. Voilà, je vais démarrer juillet en terminant encore une saga. Cette fois-ci, c'est donc Vampiria, le Requiem des souvenirs de Victor Dixon chez Robert Laffont dans la collection R. Et là, il faut se préparer vu la brique que c'est. C'est un livre, quand je parle de brique, c'est vraiment là où, dans ce cas-là, on dépasse les 600 pages. Donc là, dans celui-ci, on va suivre donc Jeanne qui se fait passer pour Diane de Catesrich, qui va aller sur ordre de Louis l'Immuable, devoir aller en Espagne pour avoir créé des liens avec le roi d'Espagne. Et après, elle va devoir également aller de fil en aiguille se retrouver sur le continent américain parce que Jeanne est un agent double. Elle se fait passer pour Diane de Catesrich, donc une écuyère de Louis l'Immuable, mais elle fait partie également de la Fronde qui veut renverser Louis l'Immuable.
et elle va devoir aller cette fois-ci sur le continent américain pour trouver le jumeau de Louis Lumière pour mettre fin au règne de Louis, en fait, tout simplement. Et il va également faire la rencontre des Desperados qu'on rencontre dans Vampire America, donc je vous ai cité en début de vidéo. J'ai également écouté en audio Trembler encore de My Skies. Pareil, c'est comme pour Victoria Chardin, c'est vraiment du true crime là pour le coup. Donc il y a si bien des histoires d'enlèvement et de meurtre, voilà. Sauf que là, comme je dis, là par contre on est vraiment concentré sur les enfants pour le coup. Donc soit vous l'écoutez pas, il n'y a pas de problème. J'ai également lu le tome 3 d'Hadès et Perséphone, A Touch of Malice. Toujours de Scarlett Sinclair, édité chez Hugo. Celui-là, en gros, là, Hades et Perséphone se sont fiancés. Ça s'appelait pas Déméter qui a mis toute la Nouvelle-Athènes sous un blizzard. Sauf que ce problème-là, c'est que je trouve qu'il se passe pas grand-chose. C'est beaucoup de trucs sous la couette, si on peut dire comme ça. C'était quasiment que ça, j'en avais limite marre. J'étais en mode, espérons que le tome 4 réhausse le tout. Mais on va en parler, c'est pas actuellement de celui-là dont on parle. Le tome 3, voilà, c'était intéressant, mais je trouve qu'il s'est passé des trucs, mais pas autant que je l'aurais souhaité au vu du résumé qui nous a été vendu. Je comprends que c'est de la romantaisie, bon, c'est autre chose. Autre série que j'ai terminée, donc là, comme on voit, c'est la 3e après les Inheritance Games et les Vampiria. Un été pour te résister de Morgane Moncomble, toujours chez Hugo Roman. C'est celui que j'ai le moins apprécié, je crois. Si je devais faire un top 4, il est à la 4ème place. En plus, un tome 4, c'est parfait. Et ensuite, Jasmine, qui est en fait la cousine de Lily, du tome 2, donc je vous ai cité plus tôt. Et en fait, elle est wedding planeuse en France et elle va organiser le mariage de 2 de ses amis. Donc elle se retrouve toute seule et elle se retrouve à embarquer un jeune homme, donc ils demandent d'argent au mariage en disant Clémence et Kai. Vous leur proposez que pour leur lune de... En fait, Clémence et Kai, donc les mariés, vont faire un road trip en Italie et ils vont donc inviter avec eux à ce road trip pour leur lune de miel Jasmine, Andrea et le fameux Erza que Jasmine a paqué plus tôt, qui est en fait le cousin de Kai. Voilà, tout simplement. Les deux vont plus ou moins se rapprocher, mais évidemment, on va découvrir au fur et à mesure le pourquoi du comment de leur séparation. Est-ce que Jasmine et Andrea vont bien pas se remettre ensemble ou pas c'est le but hein, pour te retrouver, est-ce qu'ils vont vraiment se retrouver ou pas du tout. Je vous laisse le découvrir. Ce qui fait ce que je crois que c'est vraiment le dernier dans mon classement, c'est parce que Andrea et Jasmine ont été chiants tout le long. En août, j'ai également lu Snow Globe de Sang Young Park. J'ai plus l'édition, je suis désolée. En fait, on va suivre, on est dans un monde où c'est le blizzard partout, suite à certains événements météorologiques. Les gens survivent comme ils peuvent. Évidemment, dans un monde où tout est compliqué à avoir, même un peu de chaleur, un peu de nourriture, tout ce que vous voulez. Le seul divertissement qu'ont les gens, c'est la télé-réalité. Il y a un endroit qui s'appelle Snow Globe, d'où le nom, où en fait les gens vivent dans la chaleur, tout ce que vous voulez, etc. Où vous avez des stars de la télé, et évidemment avec tout l'univers qui les entoure, donc les réalisateurs, machin. On va suivre notamment Shobham, en fait, tout simplement dans cette histoire. Shobham, elle est fascinée par une actrice du nom de Yeiri, parce que cette Yeiri et Shobham en fait se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On dirait presque des jumelles, sauf qu'elles n'ont rien à voir. Shobham elle a un jumeau, hein, c'est juste pour vous dire. Et un jour, une certaine Madame Cha, qui est en fait la réalisatrice de Yeiri, elle était au courant que cette Shobham voulait devenir réalisatrice. Elle va dire, Madame Cha va dire voilà, tu veux réaliser ton rêve de réalisatrice, je peux t'aider, mais à une condition. Tu vas venir avec moi sur le globe et tu vas te faire passer pour Yeiri. Comment ça? Yeiri en fait quelque chose plutôt, c'est suicidé et personne n'est au courant. Très peu de gens sont au courant. Ce qu'on sur les doigts d'humain sont 3, on compte en Madame Cha et 2 des membres de la famille de Yeiri. 4 rencontrant Shobham. Évidemment, Shobham a vu la belle vie, même en se faisant passer pour Yeiri, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'au-delà des stress et des paillettes, c'est pas si simple. Il y a une suite à Inheritance Games et je l'ai lu. C'est ce Inheritance Games. On est à peu près même pas 2 ans après les événements de The Inheritance Games. Là, on va suivre la 2e édition des grands jeux initiés par Evry. En fait, c'est que vous allez avoir il faut aller chercher des tickets dans le monde. Suite à certaines énigmes, ça va faire un peu Charlie et la chocolaterie. Pour participer au grand jeu avec à la clé plusieurs millions. Et donc, on va suivre certains de ces participants. On a des personnages qu'on connaissait déjà via les Inheritance Games. Gigi et Savannah Grayson, les 2 demi-sœurs de Grayson. Rohan notamment. Et on va avoir des nouveaux comme Lyra, Brady, Knox, j'ai pas les bêtises. Et la dernière c'est Odette Morales. Il y a un dernier participant, c'est Grayson au sein de lui-même. Parce qu'en fait, ça peut surprendre, mais en fait, les grands jeux sont certes organisés par Evry, mais l'organisation, les énigmes et tout sont faites en collaboration entre Evry et les frères Rossum. Donc évidemment,
Grayson n'est pas au courant des énigmes, donc c'est pour ça qu'il participe. Évidemment, on va suivre certains points de vue à la suite de ce jeu. Et évidemment, il va y avoir de nouvelles questions qui vont débarquer sur le passé de certains, par exemple, notamment Lyra. Et ouais, c'est vraiment hâte d'avoir vraiment la suite, mais je vais vous en parler après, évidemment, c'est pas le but de la vidéo. Celui-ci, je voulais le lire vraiment plus tard parce que je me suis dit, j'avais peur de faire une overdose sinon. Vraiment pas, en fait, je voulais vraiment mettre de l'espace, je l'ai, mais il me faisait trop de l'œil, même si je l'avais, j'ai pas pu résister. J'ai lu James Hulton de Jennifer Lee Barnes, il était chez Pocket Jeunesse, donc là, comme c'est dit, et Torres Game, les ultimes secrets. Donc c'est un livre où il y a plusieurs récits, plusieurs histoires en lien avec Intense Games. On a des histoires qui ont lieu bien avant Intense Games, c'est le cas de la même dans les deux sens. Et d'autres qui ont lieu pendant Intense Games, voire même avant The Crotan's Games, que je vous ai dit plus tôt. Donc voilà, c'est vraiment le livre, vous n'êtes pas obligé de le lire. On termine le mois d'août avec le tome 4 d'ADC Persephone, donc A Touch of Chaos, qui est la dernière série que j'ai terminée, enfin l'une des dernières séries que j'ai terminées en 2025. En fait, dans cette fois-ci, tout bouge. Alors vraiment par rapport au tome 3, je disais, par rapport à Jimmy, ça ne vendait pas du rêve, par rapport à ce qui s'est passé. Là, on change du tout au tout. Il y a des scènes olé olé, mais elles sont vraiment moindres, elles sont vraiment plus jugées. Et là, vraiment, il se passait tout dans le 4. En septembre, qui dit rentrée dit école, qui dit Colcas Academy de Jennifer Lee Barnes. Il était chez Pocket Jeunesse. Là, je sens qu'il y a des gens qui ont ras-le-bol que je vous parle de Jennifer Lee Barnes. C'est celle où j'ai lu le plus de livres en 2025. J'ai compté, il y en avait 6. Donc voilà, donc je pense que si vous comptez, vous dites qu'il manque un problème. Enfin, il en manque un. Donc là, c'est le tome 1, The Naturals. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du tome 2 que j'ai eu enfin, que je me suis auto-offert à mon anniversaire grâce à l'argent que m'ont donné mes parents pour mon anniversaire. Donc là, le tome 1, en fait, on va suivre Cassie qui a 17 ans, qui a un talent inné pour lire les sentiments et les pensées des gens sur le visage et le comportement des gens. Donc en gros, c'est du profiling. Et le FBI va lui proposer d'intégrer une académie dont tout le monde ignore, même au sein du FBI. Très peu de gens le savent. En gros, elle va être hébergée dans une grande maison, elle va suivre des études, enfin elle va être formée avec d'autres jeunes pour devenir des profilers, etc. Pour pouvoir résoudre plus tard des cold cases. Donc dedans, dans cette académie, il y a Casey et Dean qui sont des profilers nés. Michael qui est très doué pour tout ce qui est la détection de tout ce qui est sentiments et émotions. Lia, que je déteste, qui est une menteuse née et qui sait reconnaître le mensonge, peu importe comment tu... Voilà. Et Sloan, qui est tout ce qui est statistique, graphique, etc. Enfin, vraiment, tout ce qui est les chiffres. Et en fait, à la base, les jeunes n'étaient pas censés arriver sur de vraies enquêtes, sauf qu'il y a un tueur en série qui, justement, reproduit le meurtre de la mère de Casey. Enfin, en fait, la mère de Casey est morte quand elle était plus jeune, quand elle était petite. Alors... meurtre, c'est vite dit parce qu'il n'y a pas de corps. Donc pas de corps, pas de meurtre, donc c'est dur à dire. Mais vu tout le sang qu'il y avait, c'était compliqué. Donc la fin n'a pas été résolue. Et ce tueur en série reproduit le meurtre de la mère de Casey. Sauf que les corps sont bien là. Et évidemment, elle va être amenée avec Dean à devoir résoudre cette enquête. Il est assez courageux, j'admets. Par rapport au tome 2 que vous avez pu voir qui était assez épais. J'ai également écouté les énigmes de l'histoire du monde qui a été fait sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. C'est plusieurs historiens qui vont parler de certaines énigmes de l'histoire du monde au travers des siècles. Donc on peut bien aussi mettre en Macédoine, en Égypte qu'en France. On a par exemple sur où se trouve le tombeau d'Alexandre le Grand. Comment dire, on va avoir ce qui est l'île de Nazca, la mort de Lady Di. Donc voilà, on voyage vraiment pour le coup. Et voilà, soit on est passionné d'histoire, soit on l'est pas. Et en septembre, j'ai donc lu le premier tome de la duologie Les Faucheuses de Céline Raphaël. On est dans un monde dystopique où on est en 2050 et l'humanité se retrouve à être totalement immortelle. C'est-à-dire que tu peux recevoir 3 balles de n'importe quel flingue, tu survis quand même. Donc voilà. Donc c'est ce qui fait que l'ordre mondial a beaucoup changé. Par exemple, les seuls crimes qui te font aller en prison, c'est les crimes contre l'environnement, évidemment, parce que vu que les ressources s'amusent, vu que l'immortalité est présente pour tout le monde, y compris pour les nouveau-nés. Donc voilà, donc ça les vrais crimes. On va suivre Tino et Zina, surtout plus tard, parce qu'en fait leurs 2 parents adoptifs vont se marier. Ils vont partir en lune de miel en France, en voiture, évidemment. Ils ont fait ça, en toute illégalité.
mais les deux, leurs parents adoptifs disparaissent en France, enfin dans l'ancienne France. Voilà. Et évidemment, Tino et Zina vont finalement essayer de chercher à essayer de comprendre ce qui se passe tout en étant dans l'illégalité, essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, où est-ce qu'ils ont disparu, pourquoi. Et ils se demandent si Tino et Zina, ils se demandent s'il n'y a pas un lien avec ce qui est arrivé à leurs parents biologiques. Les parents de Tino et Zina ont de leur côté chacun péri dans un incendie quand ils étaient tout petits, quand ils étaient bébés. Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec tout ça? On ne sait pas. En octobre, j'ai écouté Jiken 2, fait réel au Japon de Lusan. J'avais adoré le premier, je l'ai même acheté en papier, en format papier. Je sais pas si ça va être le cas du 2, parce que pour le premier tome de Jiken, c'était ça. C'était audio et après c'était diffusé en format papier. Pour Jiken, en fait, il va beaucoup parler de fait réel au Japon, mais pas forcément que du true crime. Par exemple, il va parler d'une personne très haut placée qui gérait la centrale nucléaire de Fukushima au moment du tsunami de 2011. Donc évidemment, il y a plusieurs autres affaires. Et en septembre, j'ai également lu le premier tome du Secret des Enchanteurs, donc La montre magique de Nadine de Bartoli chez Pulp Fiction. On va suivre Mae qui a 12 ans. Et pour un de ses devoirs d'histoire, elle doit faire un peu son arbre généalogique et elle va se renseigner auprès de son arrière-grande-tante pour avoir plus d'infos sur ses origines. Cette arrière-grande-tante a une grande boîte avec beaucoup de secrets de famille, notamment de l'une des ancêtres de Mae, et dedans se trouve une petite montre à gousset. Et en fait, le problème c'est que, bon, elle est bloquée, cette montre-là elle marche pas, sauf que il n'y a pas le chiffre de 1 à 12, mais de 1 à 92. Et en fait, l'arrière-grande-tante et Raphaël, l'un des amis de Marie, n'arrivent pas à l'utiliser, mais elle arrive à tourner. Et en fait, en fonction de où se trouve l'aiguille, Mae va se retrouver soit à vieillir ou rajeunir. Et donc, sauf que cette montre est enchantée et elle va se retrouver avec des gens qui veulent récupérer cette montre, pas pour des bonnes raisons des fois. En novembre, j'ai lu la suite de The Greatest Games et c'est le dernier roman de Jennifer Barnes que je vous présente dans ces vidéos. C'est Glorious Rivals qui est la suite directe de The Greatest Games. Donc là, on passe à l'étape 2 des grands jeux. J'ai lu le premier tome de Hades, la saga donc Game of Fate de Sky Sinclair, toujours chez Go Roman. Alors, je vous parle d'Hades et Perséphone. Les 3 premiers tomes d'Hades et Perséphone sont que du point de vue de Perséphone. Le tome 4, on a du point de vue de certains éléments du point de vue de Perséphone et d'Hades. Celui-ci, cette saga-là, toujours écrite par la même autrice, va être... celui-ci, c'est tout simplement le tome 1 d'Hades et Perséphone, mais du point de vue d'Hades. Donc, vous n'êtes pas obligé de le lire. Si vous avez lu cette saga, la saga Hades, vous n'êtes pas obligé de lire Hades et Perséphone, ça peut être lu vraiment indépendamment l'un de l'autre. J'ai également écouté l'imposture Warren de Haute Culture. En fait, ils reviennent tout simplement. Haute Culture revient. Donc, Nova Alexandre et Marie-Madeleine vont tout simplement revenir sur les enquêtes des Warren. Alors, ils ont fait la même chose sur la chaîne YouTube, mais là, ils l'ont vraiment mis à l'écrit. Et j'ai bien aimé qu'il y a une sorte de fil conducteur sur, au fil des affaires Warren, des plus anciennes aux plus récentes, etc. Et ils vont démystifier un peu tout ce qu'il y a autour des Warren. En novembre, j'ai également lu La Sirène de l'accord de Solène Chartier. Toujours notre édition. Je vous ai parlé de Solène Chartier en début de vidéo avec la Yuna. Là, on va suivre tout simplement Gabriel de Maucourt, qui est un très proche de la princesse Agathe, princesse d'Angleterre. Sa première gouvernante, Agathe, elle est morte dans de tragiques circonstances. Agathe, elle est persuadée qu'elle a été assassinée, mais tout le monde dit qu'elle cette gouvernante s'est suicidée. Elle a beaucoup été marquée. Donc, elle veut utiliser des objets pour anéantir la violence. Gabriel va prendre ces objets et fuir dans une autre dimension avec par le biais d'un portail pour fuir, et on va être notamment aussi à Malcor où on va suivre Anaya qui récolte elle des perles qui sont un peu la monnaie de Malcor et du lieu où de la contrée où on se trouve. Les chemins d'Anaya et de Gabriel vont tout simplement se croiser. Alors, je les ai présentés dans mes cadeaux de 2025, anniversaire de 2025, c'est les tomes 1 et 2 de Demon Slayer. Voilà, je pense que je ne vais pas trop en parler. C'était ma collègue Tania qui me les avait offertes. Évidemment, comme je l'expliquais dans ma vidéo pourquoi je les avais offertes en novembre et pas en décembre. Mais en tout cas, j'ai bien aimé les lire, c'était très rapide. C'est les seuls que je ne vous ai pas présentés sur la chaîne. Voilà, parce que je n'ai pas spécialement l'intérêt, quoi. Et le dernier livre en novembre, c'était Atalante de Jennifer Saint aux éditions Sabran. Très belle édition. J'ai Ariane de l'autrice que je pense que je vais lire. Je vais également lire cette année en 2026. Je sais qu'il y en a d'autres qu'elle a écrit au sein de la mythologie grecque. En fait, c'est une réécriture du mythe d'Atalante, donc également Electre, et je crois qu'il y a même Médusa de mémoire. J'ai vraiment hâte de les lire. J'aimerais bien trouver les autres dans cette édition-là, donc on verra bien. Vous me suis je les commande directement via le site
de Savran. Donc évidemment c'est une écriture du mythe d'Atalante, jeune femme qui a été qui est une fille qui s'appelait pas son père, elle a été abandonnée comme ça en pleine forêt, qui a été recueillie par des ours, et après par Artémis, elle a grandi au sein des nymphes et recueillie par Artémis dans la pure chasteté, voilà. Et évidemment les préceptes de Artémis, jusqu'au jour où elle va rejoindre les Argonautes, donc l'équipe de Jason. Si Jason pour les récupérer la fameuse toison d'or. Et on va terminer avec le mois de décembre, donc j'ai lu que 2 romans, donc le premier c'est Tremblay, Crime au Japon de Miles, donc c'est le deuxième. Donc là, Miles revient sur certaines affaires criminelles au Japon. Il y en a certains que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, donc c'était vraiment intéressant. Et voilà, qu'est-ce que je dis de plus. Et le dernier livre de 2025 que j'ai lu, c'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abani, donc chez Hachette. Donc là en fait on est au royaume de Solvara. Et en fait, et le dieu qui règne là-bas en gros, c'est le dieu Sol. Et donc vous avez un groupe d'une 50aine de jeunes femmes qui ont entre 7-9 ans et 25 ans, qui sont donc des tisseuses. Et en fait, dès qu'elles ont une vision, elles retranscrivent sous forme de partition. Ces visions, c'est enfin, chaque Solvarien, donc habitant de Solvara, ont une partition avec un élément de leur avenir. Jusqu'au jour, évidemment, à l'heure des fêtes, cette embryonale, elle va croiser le jeune Alistair, donc elle va le croiser le regard, chose interdite pour les tisseuses. Et, comment dire, Shona, voilà c'est son prénom, je vais le dire. Shona va tout simplement croiser le regard d'Alistair, elle va voir son avenir à elle, où elle tue le roi de Solvara. Voilà, et en fait elle se trouve à perdre son nom, dû à ça, parce qu'une tisseuse n'est pas censée voir les yeux mortels, entre guillemets. Et au moment des fêtes septentrionales, où tout le monde participe en gros à une cérémonie où les tisseuses reçoivent beaucoup de visions, bah il y en a une où une vision faite par une autre tisseuse va révéler la mort du roi de la main de Shona. Donc Shona va tout simplement devoir disparaître et elle va changer son destin avec l'aide justement d'Alistair, parce que quand Shona a vu sa vision, elle a vu qu'elle a tué le roi et avec Alistair à ses côtés. Donc voilà. Alors cette vidéo de mes lectures 2025 a été très longue et je le conçois, je vais essayer de la réduire au maximum. Je suis désolée, ça fait très long, j'essaie de réduire au mieux sur tout ce que je vous ai pu vous présenter. Non, je pense qu'une seule vidéo c'est largement suffisant, je vois pas l'intérêt de la diviser en deux. N'oubliez pas que tous mes avis sont en barre d'infos et également disponibles sur ma chaîne. Je sais pas si j'arriverai à vous lire autant en 2025, en 2026 pardon, je vous promets rien. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont tenté, des livres que vous avez lus, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce je vous dis donc à la prochaine.